Bonjour tout le monde, bonjour Marisa. Bonjour Fred. Bien voilà, dans le cadre de la parution de mon roman La main de l'homme, j'ai eu envie de réaliser une série de petites vidéos sur des sujets qui s'y rapportent. La main de l'homme traite des relations entre les oiseaux et les hommes et j'ai eu envie de réaliser des petites vidéos donc, qui parlent de la nature et de ses relations, mais aussi de comment peut-être jardiner ou aborder son jardin ou observer son jardin et tout ce qui s'y passe. Ça paraît très simple, ça paraît anodin, mais finalement je pense qu'on ignore quand même beaucoup de choses de ce qui s'y passe. Et pour ce faire, j'ai demandé l'aide d'un ami, Frédéric Catoul, qui est un naturaliste pointu et autodidacte, et qui ne fait pas que ça, puisqu'il est un des spécialistes des bulbes, de leur hybridation, de leur multiplication, mais aussi des plantes rares, je pense. Oui. Et voilà, donc Frédéric va un petit peu nous parler, lui, de son point de vue, de son vécu, parce que comme il est naturaliste, eh bien, non seulement il connaît les plantes, mais aussi il connaît très bien les oiseaux, il connaît les papillons, il connaît pas mal de choses sur les insectes également. Et voilà, j'ai eu envie de lui demander un petit peu des discussions par rapport à nos vécus, à nos expériences respectives. Et en fait, moi, dans mon jardin, par rapport aux oiseaux, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, les oiseaux, comment faire pour les attirer dans notre jardin, les y retenir et de telle façon qu'on puisse les observer finalement à notre aise, de manière plus prolongée que simplement ils se posent, ils s'envolent. Et par rapport à ça, donc, moi j'ai une façon de procéder qui n'est pas tout à fait la même que la tienne. Moi j'ai tendance à nourrir les oiseaux un peu toute l'année, parce que de cette façon-là, ben, comme j'aime encore bien les photographier, aller voir et les observer, et observer un petit peu leur comportement et tout ce qui s'ensuit, eh bien moi je les soigne un peu toute l'année, donc je mets des graines, ce qu'on appelle soigner, mais je mets des graines pour les attirer pas loin de ma terrasse à peu près toute l'année. De cette façon-là, ben, ils sont un peu là présents tout le temps. Je ne sais pas si ce sont les mêmes, mais en tout cas, j'ai des oiseaux tout le temps. Tandis que toi, je pense que tu procèdes différemment. Je procède différemment. En fait, j'ai tendance à partir du principe que l'oiseau doit être aidé parce qu'il n'y a rien à faire. Dans la nature telle qu'elle est actuellement, elle est quand même dégradée. Donc, si on peut aider l'oiseau, c'est une bonne chose. Mais à partir du moment où on a les premiers frimas hivernaux, octobre, novembre, et ce jusqu'au mois de mars-avril, à partir du moment où les premiers bourgeons des plantes commencent, ou des arbres commencent à débourrer, à éclater, à partir de ce moment, on commence à avoir toute une petite faune d'insectes qui vient s'installer pour profiter de la jeune sève, des bourgeons qui se développent. À ce moment, je pars du principe que les oiseaux n'ont plus besoin d'être alimentés par des graines ou par de la graisse ou d'autres produits qui vont leur permettre de survivre à l'hiver. C'est ça. Maintenant, évidemment, est-ce qu'on fait mal de les soigner pendant l'été, tu penses? Est-ce qu'on fait une bêtise à ce moment-là? Est-ce qu'on a tendance à les surnourrir ou bien est-ce qu'on a tendance éventuellement à déséquilibrer leur alimentation? Je ne pense pas que ce soit du tout une mauvaise chose de les nourrir en été non plus. Simplement, ce sont deux approches qui sont différentes. Oui. Dans le cadre de ton jardin et de la façon d'aborder les oiseaux, oui. Tu aimes voir les oiseaux vraiment avoir une proximité, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le constater, de voir des pics, de voir les mésanges, de voir toutes sortes d'oiseaux qui viennent comme ça à quelques mètres, c'est très agréable en été. Mais tous ces oiseaux continuent. Oui, ils vont venir manger parce que la nourriture est facile, oui. Mais d'une manière pour nicher, ça va être quelque chose qui va les aider. Sur le temps qu'ils sont en train de manger des graines ou ce que tu vas leur donner, ils ont plus de temps pour consacrer à leurs jeunes forcément, puisqu'ils vont aller quand même chercher des protéines quelque part. Leurs jeunes ne vont pas être nourris pour la plupart avec des graines. Oui. Les oiseaux vont chercher les insectes. Les larves, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Maintenant, c'est deux optiques différentes. Moi, dans mon jardin, je le travaille, toi aussi, mais
d'une manière fortement bio, va-t-on dire, bio naturel en tout cas. Donc j'ai envie d'avoir l'oiseau qui fasse sa part de travail dans le jardin. Donc je laisse venir aussi forcément tous les insectes qui vont pouvoir entre guillemets nuire aux plantes, parce que je pars du principe que c'est un petit peu comme une carte de restaurant. Si on va dans un restaurant qui n'a rien à manger sur le menu, les gens n'ont pas envie de venir. Là c'est pareil, parlons du puceron. Le puceron est la première des petits insectes qui va venir se développer sur les jeunes rameaux au printemps. Si directement on traite et qu'on veut éliminer ce puceron, il n'y aura pas toute la petite faune qui va venir autour. Quand je parle de petite faune, ça peut être les insectes qui sont auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui vont venir manger le puceron, comme la chrysope, la larve de la chrysope. On a aussi le perce-oreille, on a la coccinelle, les larves de cirfe aussi. Tout ça, ce sont des insectes qui vont venir détruire le puceron en le consommant. Mais l'oiseau va aussi venir. Une mésange a besoin de pucerons pour démarrer ses nichés. L'oisillon est tellement petit qu'il a besoin de petits frocs pour démarrer. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est quand même essentiel dans la vie de la mésange pour démarrer. C'est ça, donc de toute façon c'est un tout, puisque si on donne trop de graines aux oiseaux, c'est certain que ces choses-là, ils ne vont peut-être pas les manger, mais c'est un fait que dans le jardin, ils doivent pouvoir trouver ces proies-là, et c'est sûr que ça ne se fait pas si on traite son jardin avec des pesticides, avec des produits phyto, etc. Voilà. Donc c'est un tout, et c'est comme ça aussi, en gardant finalement un jardin naturel, qu'on attire aussi les oiseaux chez soi. Oui. Et qu'en est-il maintenant des haies et des baies qu'on peut trouver dans ces haies justement? Mais justement, si on laisse venir les insectes et la faune dans son jardin, je pense qu'on doit jouer à tous les niveaux. On doit rester cohérent là-dessus. Les plantes qui vont servir à nourrir notre faune sauvage, qui va du plus petit maillon au plus grand, à savoir ici l'oiseau. On peut aller plus loin aussi bien sûr, parce qu'il y a des prédateurs des oiseaux. Mais tout ça doit être aussi, doit les intéresser. Les plantes de nos régions vont pouvoir permettre de nourrir tous nos insectes. Quand on regarde une haie, on a vu ça vraiment beaucoup de fois, et ça a encore tendance à se faire, planter des thuyas, planter des lauriers du Caucase ou d'autres plantes qui n'ont rien à faire chez nous, qui, il faut bien le dire, ne sont pas très belles non plus, parce qu'on a une vision comme ça très glauque, très austère, très monotone, très difficile à tailler pour avoir quelque chose de droit. Il faut le tailler au cordeau, mais 15 jours après c'est déjà moche, on peut le dire. Par contre, si on vient mettre dans les haies des espèces indigènes, qu'on fasse un monobloc, ou qu'on fasse, parce que dans le maillage naturel, si tout le monde commence à mettre ses haies un peu différentes, il y aura quand même une diversité. Ou alors qu'on fasse des haies qui sont mélangées par 2-3 individus de chaque espèce différente. Et là, je pense par exemple l'aubépine, la bourdaine, on a le prunelier, on a le viburnum, on a le fusain. Le fusain, par exemple, qui va, par ses fruits, qui sont très toxiques mais magnifiques à regarder, va attirer le rouge-gorge, par exemple. Le rouge-gorge est le seul oiseau qui soit capable de digérer cette graine. On a aussi d'autres plantes comme le troène, etc., qui a un parfum extraordinaire quand il fleurit, parce qu'il y a aussi cet aspect des haies. Déjà c'est diversifié, on a des feuillages différents, des formes différentes dans les feuilles. On a aussi des floraisons qui sont échelonnées à différentes époques de l'année, qui vont pouvoir nourrir certains insectes, des papillons, d'autres, aussi des guêpes qui viennent, notamment je pense aux sureaux, qui vont venir récolter du nectar dessus. Il y a des mouches pour certaines variétés. Tout ça va attirer fortement l'oiseau. Il y a aussi, je pense, la manière... Le côté défensif des haies aussi. Tu parlais des pruneliers, etc. et des aubépines. Il y a une certaine défense que les animaux peuvent attendre de ces haies-là, justement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des oiseaux qui vont aller se réfugier dedans pour faire leur nid. À ce moment-là, vous savez, le chat est finalement un tigre dans le jardin. J'en ai moi-même deux
Tout le monde, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des oiseaux. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas des oiseaux. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas des oiseaux, parce que ces oiseaux vont aller se réfugier, une haie de houx, des choses ainsi, vont aller se mettre dedans pour faire leur nid et vont être protégés et vont pouvoir élever leur progéniture sans encombre. On a aussi les fruits qui vont se développer après. Tous ces petits fruits qui vont venir sur les arbres et arbustes, il y a des fruits qui vont être comestibles et qui sont produits. Je parle par exemple le sureau, les oiseaux vont venir le manger directement. Il y en a d'autres qui vont devoir être un peu blettes ou carrément blettes, subir les premières gelées avant d'être consommées par les oiseaux. Le prunelier notamment, je pense. Il faut qu'elle gèle, que les prunelles gèlent pour qu'elles soient comme ça. Donc là, à ce moment-là, on va voir les oiseaux qui vont aller les manger. Et puis il y a d'autres baies qui vont résister beaucoup plus longtemps, même parfois tout fripées, et qui au printemps sont parfois toujours là, tout fripées, mais encore là, par exemple le fruit du viburnum. Il y a l'opulus dans nos régions, il y a aussi le lantana, le viburnum opulus ou lantana. Ce sont des fruits qui ne sont pas spécialement appréciés des oiseaux, mais qui sont très utiles pour les nourrir. En cas de disette, vraiment par grand froid, quand ils ne savent plus rien faire d'autre, qu'ils ne trouvent rien d'autre, si les mangeoires ne sont pas rechargés, on les verra aller se servir de ces fruits. Et alors donc au niveau des graines, moi j'ai tendance à mettre ou bien des arachides, et ça c'est plutôt en hiver, avec parfois les boules qu'on trouve aussi, les boules de graisse qu'on trouve et qu'on trouve dans le commerce vraiment à ce moment-là. Donc les arachides, je pense que c'est vraiment surtout en hiver que je les mets, mais ça déborde un peu sur le printemps. Mais sinon, les graines de tournesol, ça ils adorent. Et alors, un mélange de graines du commerce. Je pense qu'avec ça, ils ont vraiment un choix à varier. Qu'en penses-tu? Tu mets ça aussi? C'est ce que je mets en hiver, l'arachide, pas salé évidemment, pas la cacahuète salée, la cacahuète soit en truc, soit décortiquée, mais nature. Le tournesol attention, le tournesol strié, celui qui est noir et blanc, parce que le tournesol blanc ne sert qu'à nourrir certains perroquets. Ah oui, c'est juste. Tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, c'est toujours les noirs et blancs qu'on trouve dans les jardineries. Voilà. Ce sont des graines qui sont oléagineuses, donc elles contiennent beaucoup d'huile, beaucoup de graisse. Ça va permettre de donner de l'énergie à l'oiseau en plein hiver. Cette énergie est vraiment quelque chose d'important pour qu'ils puissent passer le cap. Bon, maintenant, ils ont un plumage qui leur permet de garder la chaleur d'une manière réelle et très efficace, mais sur une nuit, par exemple, peut perdre jusqu'à 10% de votre poids à consommer cette graisse pour passer la nuit. Donc au matin, très important, ils ont besoin de se recharger en énergie. Et pareil le soir avant d'aller dormir. Donc ce sont des graines très intéressantes. Et ajouter de la graisse aussi. La graisse simple, de la graisse solide, soit les boules de graisse, soit les fabriquer. On pourrait aussi vous montrer comment on fabrique ces boules de graisse. Je pense que de toute façon on a plein d'idées et on va un petit peu essayer de mettre tout ça en musique, parce que tout ce qu'on peut faire dans un jardin, c'est vraiment très varié et en tout cas très vaste. Les observations qu'on peut en faire paraissent anodines comme ça, mais en fait il y a de l'hypertufa dont on peut parler, il y a de la permaculture, il y a les papillons au jardin, il y a comment semer certaines plantes, etc. Mais toujours donc, comme on en a déjà parlé, toujours dans la relation finalement entre la nature et les hommes. Dans une optique complètement naturelle, en tout cas, et dans le respect de la nature et de la diversité, et d'accueillir cette diversité au jardin. C'est ça, accueillir la diversité au jardin. Et donc, par rapport à tout ça, vous allez pouvoir nous suivre, si ça vous intéresse, sur le site que vous avez consulté pour visionner cette vidéo. Et ce sera partagé sur nos adresses Facebook respectives, à Frédéric Catoul et moi-même. Et on espère vous y retrouver, parce que je pense qu'on n'a pas fini, parce que ça nous plaît bien, on s'amuse bien à faire ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et bien à bientôt. À très bientôt. Merci.